Bien, bonjour. Dans ce cours, on va travailler sur les nombres complexes. Donc, on va présenter les nombres complexes. Parmi vous, il y a des gens qui ont un parcours où vous n'avez jamais été exposé à ces nombres-là, d'autres qui les ont déjà vus. Si vous les avez déjà vus, vous allez probablement pas apprendre grand-chose, enfin quelques trucs quand même, j'espère, mais pas grand-chose. Et si vous les avez jamais vus, ben, c'est le moment de s'y mettre parce que, effectivement, ce sont des nombres qui sont extrêmement importants dans la résolution de beaucoup de problèmes. Et donc, ben, on va se lancer dans cette thématique. Donc, pour commencer, tout simplement, on a besoin de définir d'abord ce qu'on appelle les nombres imaginaires, et ils sont basés sur un nombre qu'on appelle l'unité imaginaire, qu'on appelle i en général directement d'ailleurs. Donc cette unité imaginaire est notée i, et en général on parle de i simplement. En physique, vous verrez aussi parfois l'unité imaginaire notée j, ça arrive, pour pas confondre avec l'intensité du courant électrique, mais bref, on est en chimie essentiellement, nous. Donc on va noter tout ça i, et on va s'y tenir. Et donc la propriété de i, c'est que i au carré vaut moins 1. D'accord, donc voilà, c'est ça qui définit ce nombre i, c'est son carré qui vaut moins 1. Et de la même façon, vous voyez que si vous mettez moins i au carré, vous obtenez moins 1 également, parce que moins i au carré, ça fait moins i fois moins i, moins ça fait plus, et i fois i qui fait i au carré, ça fait moins 1. D'accord, donc que ce soit i ou moins i au carré, ça fait le même nombre, à savoir moins 1. De la même façon que 1 ou moins 1 au carré, ça fait 1, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc, on a défini ce premier nombre, bizarroïde si vous voulez, dont le carré est négatif et vaut moins 1 en l'occurrence. À partir de là, on peut définir tous les nombres imaginaires. Les nombres imaginaires sont des nombres dont le carré est négatif, et ils s'écrivent i multiplié par un nombre réel, que j'ai noté alpha ici, d'accord. Donc vous pouvez avoir racine de 2 fois i, ça va être un nombre imaginaire, parce que racine de 2 fois i au carré, ça fait racine de 2 au carré qui fait 2, fois i au carré qui fait moins 1, ça fait moins 2. Donc une des racines carrées de moins 2, c'est i racine de 2. Il y en a une autre qui est moins i racine de 2. D'accord. Donc de façon générale, alpha i élevé au carré. Donc ça fait le carré se distribue, ça fait alpha carré fois i carré. I au carré, ça fait moins 1, donc ça fait moins alpha carré. Voilà. Donc les racines de nombres négatifs sont des nombres imaginaires, qui s'écrivent comme ça. Ok. Maintenant, ce qu'on va définir, c'est ce qu'on appelle les nombres complexes. Donc les nombres complexes sont formés de la somme d'un nombre réel et d'un nombre imaginaire. Donc on va les noter Z, généralement, nous ici, les nombres complexes. Donc Z appartiennent à un ensemble qu'on note par la lettre C. Alors vous verrez avec une barre verticale souvent, ou bien ici j'ai pris cet alphabet-là, parce que c'est celui qui vient naturellement dans le système que j'utilise pour écrire ces cours, enfin les mettre en page. Et donc voilà, un nombre complexe, on va le définir comme étant la somme de deux nombres, un nombre réel que j'ai noté x et un nombre imaginaire que j'ai noté i fois y. D'accord, donc ici x c'est un nombre réel et y c'est aussi un nombre réel. D'accord, le nombre imaginaire c'est i fois y. Donc ici on va appeler partie réelle de z, on va noter r de z ou re de z, le nombre x, et ce nombre-là appartient à l'ensemble des réels. Et on avait appelé partie imaginaire le nombre y ici. Alors i de z ou im de z, alors vous voyez ça c'est des symboles bizarroïdes qui viennent aussi spontanément dans le système que j'utilise, donc je les prends tels quels. Et donc ici i de z vaut y. D'accord. Alors juste pour le faire à l'oral, parce que je ne sais plus si j'ai prévu de le faire dans les exemples, mais si on prend le nombre complexe z égale 1 moins 2i, par exemple, donc 1 moins 2i, sa partie réelle ce serait 1, et sa partie imaginaire ce serait moins 2. Parce qu'attention, la partie imaginaire elle est définie avec le signe en fait, qui est ici. Voilà, et on va définir un nombre associé à un tout nombre complexe, qui est le nombre complexe conjugué. Donc si z est égal à x plus y, le nombre complexe conjugué associé, que je vais noter ici avec une barre au-dessus du z, qui est une notation très fréquente, z bar va être égal à x moins y. Donc le nombre complexe conjugué d'un nombre complexe, on change le signe de la partie imaginaire. Et ça devient son complexe conjugué. Ok. Prenons un peu des exemples. Donc ici j'ai quand même prévu des exemples de base, tout va bien. Donc on peut prendre par exemple le nombre complexe z égale moins 5 plus 2i. Alors, moins 5 ici est la partie réelle, et 2 est la partie imaginaire. Et le nombre complexe dans son ensemble, c'est moins 5 plus 2i. Z bar, donc son complexe conjugué, c'est égal à moins 5 moins 2i, on change le signe uniquement de la partie imaginaire. On va voir après quelle est l'importance du complexe conjugué, c'est pas juste pour la beauté de la chose. Et on peut définir par exemple un autre nombre complexe, racine de 2 moins i, racine de 3.
Voilà, ici la partie réelle c'est racine de 2, la partie imaginaire c'est moins racine de 3, et le complexe conjugué associé, enfin son complexe conjugué, ce sera racine de 2 plus i racine de 3, donc sa partie réelle ce sera racine de 2, et sa partie imaginaire ce sera racine de 3. Donc l'ensemble des nombres complexes contient les nombres réels et les nombres imaginaires. Donc on peut traiter tout à fait les nombres imaginaires et les nombres réels comme des nombres complexes, ils font partie de l'ensemble C, de façon générale. Alors, on va d'abord regarder les opérations élémentaires, parce qu'il y aura des petites choses auxquelles il faut être attentif. C'est pas que ce soit différent, on a donné la règle élémentaire qui va pouvoir tout... Enfin, la règle de base qui va tout diriger, en fait. Mais il faut bien écrire les choses pour s'assurer une bonne fois pour toutes qu'on a bien compris ce qui se passait. Donc, on va considérer deux nombres complexes, un z qui est égal à x plus y, et un autre z' qui est égal à x' plus y'. Et maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on fait une somme, par exemple. Donc, la somme de z plus z', c'est x plus y plus x' plus y', et après on additionne partie réelle plus partie imaginaire plus partie imaginaire. Donc ça donne un nouveau nombre complexe, d'accord, qu'on aurait pu appeler z seconde par exemple, qui est égal pour la partie réelle à x plus x', et pour la partie imaginaire à y plus y'. Donc ça définit la somme. Le produit de deux nombres complexes, donc ça suit les règles ordinaires du calcul, donc z fois z', on va avoir une distribution des termes, c'est donc x plus y fois x' plus y', donc après on distribue, ça fait x fois x', c'est ce terme-là. J'ai regroupé directement ce produit-là, donc iy fois iy', i fois i ça fait moins 1, et y fois y', donc ça fait moins y fois y'. Et après on va avoir x fois iy', et y fois x', donc ça nous fait i facteur de x y' plus x', y. Donc c'est ce terme-là. Donc, alors ça, il ne faut pas l'apprendre par cœur, il faut juste savoir faire l'opération de distribution ordinaire et bien regrouper les termes. Mais donc on voit que le produit de deux nombres complexes z, z', ça donne pour partie réelle xx' moins y', et pour partie imaginaire xy' plus x', y. Voilà. Ok. Alors en particulier, c'est là que ça devient intéressant, si on multiplie un nombre complexe par son complexe conjugué, à savoir donc que ça fait le produit x plus y fois x moins y. Et là on voit que ça fait quelque chose d'intéressant, à savoir que ça nous fait du x carré, iy fois moins iy, i au carré qui fait moins 1 fois ce moins-là, ça va devenir un plus, et plus y fois y, donc plus y carré. Donc ça fait x2 plus y2 pour la partie réelle, et la partie imaginaire vaut 0, parce que ça nous fait x fois moins y, donc moins i xy, et ici ça fait plus x fois y, donc plus la même chose. Donc la partie imaginaire s'annule, xy' moins x', y si vous voulez. En quelque sorte ici. Et donc au total, quand on fait z fois z bar, on récupère forcément un nombre réel, d'accord, qu'on va voir après, mais qu'on va noter, alors c'est pas la valeur absolue, c'est une norme de z au carré, mais on va y revenir après, j'aurais pu éviter de le faire ici. Voilà. C'est une notation qu'on va retrouver après. Ok, prenons un peu des exemples. Donc on va considérer un premier nombre complexe z1 égale à 2 moins 5i, un autre nombre complexe z2 égale à moins 4 moins i, et z3 égale à moins 4 moins 3i. Et c'est parti, on va faire une somme d'abord, z1 plus z2. Donc z1 plus z2, on va le faire d'abord de tête, et puis on va juste vérifier que c'est pas faux. Donc z1 plus z2, on fait la somme des parties réelles, 2 plus moins 4, ça va faire moins 2. Et la somme des parties imaginaires, moins 5i moins i, ça va faire moins 6i. Ouais, voilà. Donc ça fait bien ça, donc ça fait 2 moins 5i plus moins 4 moins i. Et après ça fait 2 moins 4 qui fait moins 2, et moins 5i moins i qui fait moins 6i. Donc ça c'est z1 plus z2. Après on peut faire la différence, z1 moins z2. D'accord, donc ça va faire 2 moins 5i moins 4 moins i. Donc là, moins par moins, ça va faire plus. Donc ça va faire 2 moins 5i plus 4 plus i. 2 plus 4, ça va nous faire du 6. Et pour la partie imaginaire, ça va faire moins 5i plus i, ça va faire du moins 4i. Donc je répète, ici ça nous fait 2 moins 5i moins 4 moins i. D'accord. Et ben, donc j'ai chanté l'étape. Donc ça fait 2 plus 4 qui fait 6, et moins 5 plus 1 qui fait 4i. D'accord. Ok. Le produit maintenant, z1 fois z2, donc ça fait 2 moins 5i fois moins 4 moins i, donc on peut pareil essayer de le faire de tête. Ça va faire pour la partie réelle 2 fois moins 4, ça va faire moins 8. Moins 5i fois moins i, alors il faut vachement faire gaffe à ces signes avec les nombres complexes. Moins par moins qui fait plus. 5i fois i, ça fait moins 5, donc au total ça fait moins 5. Ok.
Donc ça fait le moins 8 et le moins 5 ici. Hein. Et après, bon, j'ai un petit peu accéléré. Moins 5i fois moins 4, ça va faire plus 20i ici. Et 2 fois moins i, ça fait moins 2i. Donc au total, on a 4 termes. Hein, et après, il faut les regrouper. Moins 8, moins 5, ça va faire moins 13. Et 20i moins 2i, ça va faire 18i. Donc au total, ça fait moins 13 plus 18i. Okay. Et finalement, je vais générer ça à l'arrache parce que je voulais obtenir je sais plus quoi pédagogiquement, mais c'est pas grave. On va faire Z3 fois son complexe conjugué pour vérifier ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir qu'on doit retrouver un nombre réel à l'arrivée. Donc Z3 c'est moins 4 moins 3i, son complexe conjugué c'est moins 4 plus 3i. Et maintenant on fait l'opération, hein. Ça fait moins 4 fois moins 4 qui va faire 16, moins 3 fois moins 3i fois plus 3i, ça va faire moins 3 fois 3 qui fait 9, i fois i qui fait moins 1, moins 9 fois moins 1, ça fait plus 9. Donc, ah oui, j'ai développé tous les termes là. Donc après, on a comme terme moins 4 fois 3i et moins 4 fois moins 3i en fait. Alors j'ai déjà fait le moins par moins qui fait plus ici. Ok. Ouais, il y a des petites arnaques. Ok, très bien. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à faire. On voit que ces deux termes-là, effectivement, s'annulent comme on l'avait prévu. Ici, i au carré va faire moins 1, donc ça va faire plus. Donc ça va faire 4 au carré plus 3 au carré. 4 fois 4, 16. 3 fois 3, 9. 16 plus 9, ça fait 25. D'accord, donc z3 fois z bar 3, ça fait 25. Ici. Très bien. Alors, une opération qui est un petit peu plus casse-pied à conduire, c'est la division. Donc ici, on va considérer deux nombres complexes, z' et z, toujours. Et quand on veut former une division et qu'on veut ensuite produire son résultat sous forme partie réelle plus partie imaginaire, ce qui est souvent très utile, l'opération à faire, en fait, c'est multiplier en haut et en bas par z bar, hein, avec z qui est le dénominateur. D'accord. Donc une fois qu'on fait ça, vous voyez que si on fait ça, ici en bas, on aura un nombre réel, et en haut, on aura un nombre complexe, qu'on pourra couper en une partie réelle et une partie imaginaire, qui sera la partie réelle et la partie imaginaire de ce nombre z' sur z, parce que là, comme on a multiplié par z bar en haut et en bas, on n'a rien changé. On a bien multiplié par 1, donc on n'a rien changé dans la fraction. Prenons un petit exemple pour mettre un peu de chair sur ces principes. Donc on prend 2 plus i divisé par 3 moins 2i. Donc on va multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Donc le conjugué de 3 moins 2i, c'est 3 plus 2i. Donc on va multiplier en haut et en bas par 3 plus 2i. En bas, on sait déjà qu'on va trouver 3 au carré plus 2 au carré. Donc ça fait 3 fois 3, 9, plus 2 fois 2, 4. Donc 9 plus 4, ça va faire 13 en bas. Et en haut, on peut essayer de faire un peu de tête pour voir. 3 fois 2, 6. D'accord. 6i fois 2i, ça va faire moins 2. Donc 6 moins 2, ça va faire 4 pour ce qui est de la partie réelle. Enfin, pour le numérateur. Et pour la partie imaginaire, on va avoir 3i ici. Et là, 4i. Donc 3i plus 4i, ça va faire 7i. D'accord. Donc juste pour vérifier, on a le 6 qui vient du 2 fois 3. On a le moins 2 qui vient du i fois 2i. Le 4i, c'est 2 fois 2i. Et le 3i, c'est i fois 3i. Okay, donc au total, on regroupe, 6 moins 2, ça fait 4. 4i plus 3i, ça fait 7. Et donc au total, on a 4 plus 7i, le tout sur 13, qu'on peut couper en deux parties. La partie réelle, 4 sur 13, et la partie imaginaire, 7 sur 13. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on conduit les divisions, et il faut bien avoir cette procédure en tête, elle est très importante, pour le coup. Alors, quelques petites propriétés rapides de la conjugaison, à savoir d'abord que si on conjugue deux fois un nombre complexe, on retombe sur le nombre de départ. Z bar, si vous voulez. J'adore ces jeux de mots. Comme on change deux fois le signe, on est revenu au signe de départ pour la partie imaginaire, et donc voilà, on est revenu au signe de départ. Ensuite, le conjugué de la somme de deux nombres complexes, c'est la somme des nombres conjugués. Qu'on change le signe du résultat ou dans les étapes intermédiaires, ça ne changera rien. Vous pouvez vous amuser à les démontrer, ces choses-là, c'est très facile. Ensuite, la conjuguée d'un produit de deux nombres complexes, c'est le produit des nombres conjugués. Et finalement, le quotient de deux nombres complexes, c'est le quotient des... Enfin, le conjugué d'un quotient de nombres complexes, c'est le quotient des conjugués. Voilà. Donc, c'est des propriétés simples. On verra si on en a besoin ici ou là, il faut les avoir un peu en tête, elles ont le bon goût d'être pour le coup, assez immédiates. Et puis si on a un doute, tant pis, on peut développer d'abord ça et après appliquer la conjugaison ensuite s'il y a besoin. Mais parfois on a besoin de savoir dire ça, donc je vais bien l'avoir en tête. Ok. Maintenant, il y a un outil qui va être extrêmement précieux pour visualiser ce qui se passe, c'est le plan complexe. Le plan complexe va nous permettre de positionner dans le plan des nombres complexes. Et donc, on va dessiner sur l'axe des abscisses ici les nombres réels. On va représenter les nombres réels sur l'axe des abscisses, qui ont leur origine ici en 0. Et on va représenter les nombres réels sur l'axe des abscisses, qui ont leur origine ici en 1. Et on va représenter les nombres réels sur l'axe des abscisses, qui ont leur origine ici en 0. Et on va représenter les nombres réels sur l'axe des abscisses, qui ont leur origine ici en 1. Et on va représenter les nombres réels sur l'axe des abscisses, qui ont leur origine ici en 0. Et on va représenter les nombres réels sur l'axe des abscisses, qui ont leur origine ici en 1. Et on va représenter les nombres réels sur l'axe des abscisses, qui ont leur origine ici en 0. Et on va représenter les nombres réels sur l'axe des abscisses, qui ont leur origine ici en 1. Et on va représenter les nombres réels sur l'axe des abscisses, qui ont leur origine ici en 0. Et on va représenter les nombres réels sur l'axe des abscisses, qui ont leur origine ici en 1. Et on va représenter les nombres réels sur l'axe des abscisses, qui ont leur origine ici en 0. Et on va représenter les nombres réels sur l'axe des abscisses, qui ont
Et sur l'axe vertical, sur l'axe des ordonnées, on va mettre les nombres imaginaires. Donc ici, par exemple, le nombre z égale à 2 plus 2i, il va valoir 2 pour la partie imaginaire, d'accord, et 2 pour sa partie réelle. Donc au total, il arrive ici, comme sommet d'un carré en fait, si on veut, mais parce qu'il se trouve qu'on a la même valeur pour la partie réelle et pour la partie imaginaire, même valeur absolue. Et donc voilà, on a positionné notre nombre dans le plan complexe, donc ça c'est z dans le plan complexe. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Maintenant on peut d'abord regarder un peu ce qui se passe entre l'origine et le point représentatif de z ici. On va donc dessiner ce segment ou ce vecteur, plus exactement, c'est souvent représenté, on utilise souvent des arithmétiques de vecteurs, ces choses-là. Et on pourrait se demander quelle est la longueur de ce segment rouge. D'accord. On va lui donner un nom, pour l'instant on va l'appeler R, d'accord, et R, c'est ce qu'on appelle le module du nombre complexe. D'accord. Et on voit ici que R, c'est l'hypoténuse, d'accord, d'un triangle, dont le côté ici, à la base ici, fait 2, et le côté ici vertical fait 2 aussi de hauteur, parce que la partie réelle, là, nous amène à 2, et là, la partie imaginaire, il trouve qu'elle fait 2. Donc on connaît le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, c'est la somme des carrés des côtés, des deux autres côtés du carré, des autres côtés du triangle rectangle, pardon, j'y arrive plus. Et donc ça veut dire que R au carré est égal à 2 au carré plus 2 au carré. D'accord. Et si on veut R, simplement, on prend la racine carrée, donc racine de R carré, ça nous donne R, qui doit être positif, c'est une longueur, donc on n'a pas à considérer moins R. Et ça fait racine de 2 au carré plus 2 au carré. Bon, ça fait racine de 4 plus 4, d'accord, donc ça fait racine de 8 ici. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que 2 au carré plus 2 au carré, on connaît en fait ça, on l'obtient en faisant z fois z bar. D'accord, donc le module en fait va être égal à racine de z fois z bar, et on va le noter module de z comme ça. Donc module de z, ça veut dire racine de z fois z bar, ou ça veut dire ce vecteur ici, enfin la longueur de ce vecteur, pardon, ici, R. Vous le verrez aussi souvent noté rho. Bon, et puis j'ai déjà dit, racine de 2 au carré plus 2 au carré, ça fait racine de 8, ou 2 racines de 2 si vous voulez. Ok, donc on a vu cette première notion, qui est donc le module d'un nombre complexe, qui est la somme du carré de sa partie réelle et de sa partie imaginaire, et on peut aussi l'obtenir, la racine carrée de tout ça, pardon, et on peut aussi l'obtenir par racine de z bar. Donc, et c'est noté module de z comme une valeur absolue, en fait. Okay. Deuxième point intéressant, quand on considère ce vecteur, on a sa longueur, on peut aussi le repérer par rapport à un angle, en fait. Un angle que je vais appeler θ ici, d'accord, et qui est l'angle que fait ce vecteur rouge ici avec l'axe des réels, et c'est toujours défini comme ça. Et donc, cet angle θ, on va appeler ça l'argument du nombre complexe. Alors, il y a plusieurs façons d'obtenir ce θ, là, pour l'instant, très rapidement, je vous en donne une, qui est que θ ici, si vous connaissez votre tangente, la tangente d'un angle, je ne sais pas si vous connaissez SOHCAHTOA, S-O-H-C-A-H-T-O-A, donc alors juste, si vous ne le connaissez pas, je le fais à l'oral improvisé, donc SOHCAHTOA, le sinus c'est l'opposé sur l'hypoténuse, cosinus, SOHCAHTOA, c'est adjacent sur l'hypoténuse, et TOA, donc c'est tangente, c'est égal à l'opposé sur l'adjacent, donc l'opposé ici, c'est 2, sur l'adjacent de l'angle θ qui est 2 aussi, donc 2 sur 2, c'est égal à la tangente de θ, et la fonction réciproque de tangente, c'est arctangente. Donc, tangente, et θ, pardon, est égal à arctangente de 2 sur 2, ici. Donc, arctangente de 1, qui concrètement vaut pi sur 4. Alors, on va voir après, c'est pas forcément si simple que ça, et on va voir après comment on fait concrètement dans les cas généraux. Donc, on voit ici, par ailleurs, que la partie réelle de z, qui vaut 2, est égale à quoi? En fait, la partie réelle, c'est la longueur de ce côté-là, et la longueur de ce côté-là, c'est quoi? C'est la longueur de l'hypoténuse multipliée par le cosinus de θ. Donc, c'est racine de 8, la longueur de l'hypoténuse, fois cosinus de pi sur 4. Cosinus de pi sur 4, c'est 1 sur racine de 2, ou racine de 2 sur 2, c'est pareil. Mais 1 sur racine de 2 fois racine de 8, le 8 sur 2, ça fait 4, racine de 4, ça fait 2. D'accord. On retrouve bien, pour la partie réelle de z, le 2, dont on est parti au début, comme étant module de z fois cosinus de l'argument de z. Pour la partie imaginaire, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est sinus à la place du cosinus, à savoir donc que pour la partie imaginaire, on trouve 2. C'est égal à racine de 8 fois sinus pi sur 4. Bon, sinus pi sur 4, ici j'ai pris un exemple très simple, qui fait qu'on a la même chose pour la partie réelle et pour la partie imaginaire. Donc c'est moins impressionnant, mais c'est vrai tout le temps.
À savoir que donc, la partie imaginaire d'un nombre complexe, si vous connaissez son argument et son module, c'est module fois sinus de l'argument. Voilà. Donc ça fait les mêmes calculs, je ne vais pas les refaire. Très bien, donc on a vu pour le plan complexe. Et du coup, en fait, on va s'en inspirer et on va dire qu'on va pouvoir trouver ce qu'on appelle une forme trigonométrique pour un nombre complexe. Donc tout nombre complexe peut se mettre sous une forme qu'on appelle trigonométrique, à savoir qu'un nombre complexe z peut s'écrire r, facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Ici, on a r qui est le module de z, et θ qui est l'argument de z. D'accord. Et donc là, vous voyez, avec ce qu'on a dit avant, effectivement, si on applique cette définition-là, on retombe bien, si on choisit les r et θ qu'on a vu tout à l'heure, on tombe bien sur le z correspondant qu'on a vu tout à l'heure. Donc on l'a déjà dit, je vais juste l'écrire pour que ce soit bien gravé dans le marbre. R ici, c'est le module de z, qu'on note par cette valeur absolue de z, et c'est égal à racine de z fois z bar, le conjugué de z. Voilà, ce qu'on appelle le module de z. Θ, c'est ce qu'on appelle alors un argument de z, parce qu'en fait les arguments sont définis à 2 pi près. Vous savez que cosinus θ, c'est égal à cosinus θ plus 2 pi fois un nombre entier, et pareil pour le sinus. Donc les arguments ne sont pas définis de façon unique, ils sont toujours définis à 2 pi près, à 2 k pi près même, très exactement, où k est un nombre entier. Ce qu'on a vu en revanche, avant ça, c'est que si on prend z égale à x plus y, cosinus θ doit être égal à x sur r, et sinus θ va être égal à y sur r. On va voir revenir un peu ces choses-là par la suite. Et on a vu aussi par ailleurs que la partie réelle de z, c'est le module de z fois cos θ, et la partie imaginaire de z, c'est module de z fois sinus θ. Voilà, on l'obtient exactement, c'est tout à fait la même relation que vous avez là et là. Hein. Puisque y c'est la partie imaginaire, on fait passer r sinus θ égale y, ça nous donne ça exactement. Puisque r c'est le module de z. Très bien. Donc maintenant on va jouer un petit peu avec ces notions, et on va mettre toute une série de nombres sous forme trigonométrique. Donc pour ça, j'en ai choisi toute une petite série. Donc j'en ai choisi 7, et on va faire pour les 7. Et c'est très pratique d'avoir son cercle trigonométrique sous la main. Alors juste pour mémoire, un cercle trigonométrique, il fait un rayon unité. Il a ici, pour l'axe des abscisses, on va avoir les cosinus. Pour l'axe des ordonnées, on va avoir les sinus. Et quand on prend un point sur le cercle trigonométrique, qu'on le relie à l'origine, ça correspond à un angle. Et le projeter sur l'axe horizontal nous donne la valeur du cosinus. Et le projeter sur l'axe vertical nous donne la valeur du sinus de cet angle. Et on va l'utiliser dans l'autre sens, en fait, largement là. Bon, pour commencer, on va prendre Z1 qui est égal à 3. 3, concrètement, c'est égal à 3, bah, plus 0i, d'accord? C'est un nombre réel, mais un nombre réel, sa partie imaginaire vaut 0, simplement. Ça veut dire donc que le nombre ici se situe sur l'axe des cosinus directement. Donc s'il est sur l'axe des cosinus, il y a deux possibilités, puisque là, on a 0, là, à droite, on a les nombres réels positifs, et à gauche, on a les nombres réels négatifs. Donc les nombres positifs, on voit qu'en fait, leur argument va être 0, ou 0 plus 2 capi, et les nombres réels négatifs vont avoir comme argument pi plus 2k fois pi. Donc allons-y. On voit que nous, on doit avoir donc notre partie, dont je l'ai dit un peu à l'avance, mais on va voir le raisonnement que j'avais préparé. On voit qu'on doit avoir sinus θ égale à 0. Il y a au moins deux angles qui nous donnent ça, c'est θ égale 0 ou pi. Et après, plus ou moins 2 pi pour chacun des deux, ça marche toujours. Ok, donc cosinus de 0 vaut 1, cosinus de pi vaut moins 1, et nous, on a une valeur positive du notre nombre, donc on va retenir comme argument le 0. Par ailleurs, il nous faut le module de Z1. Alors pour un nombre réel, c'est tout simple, c'est la valeur absolue du nombre. D'accord. Et c'est ça qui justifie cette notation en valeur absolue. Hein. C'est que si on va dans l'ensemble des nombres réels, le module d'un nombre réel, c'est simplement sa valeur absolue. Parce que ça fait racine de 3 au carré plus 0 au carré. Je n'ai même pas mis le carré d'ailleurs. Racine d'un nombre réel au carré, c'est sa valeur absolue. Donc ici pour 3, c'est 3 simplement. Donc au total, Z1, si on veut l'écrire sous forme trigonométrique, ça va s'écrire 3 fois cosinus de 0 plus i sinus 0. Et si on applique cette définition-là, est-ce qu'on retombe bien sur 3 ? Cos 0, ça fait 1, donc ça fait 3 fois 1, plus i fois 0, ça fait 0, donc ça disparaît. Donc au total, tout ce qu'on a, c'est 3. Donc c'est une façon très alambiquée, évidemment, d'écrire 3. Hein. C'est juste pour s'entraîner un peu et pas être surpris. Moins 3, on va pouvoir aller très vite. On voit que moins 3, on va avoir la même chose, mais du côté des négatifs. Et donc on avait dit pour les négatifs, on allait avoir comme argument pi. Donc c'est simplement ça qu'on va voir. Le module de z, c'est ici la valeur absolue de z, à savoir 3, puisque c'est un nombre réel. Et z2, donc on va prendre comme argument pi, et donc ça va faire
3, donc ça, son module, facteur de cos pi plus i sinus pi. Sinus pi fait 0, donc en fait le nombre est bien réel, et cos pi fait moins 1, donc ça fait moins 1 fois 3, ça fait bien moins 3, d'où on est parti au début, là, très exactement. Okay. Ensuite, Z3, moins 4i. Alors ça va être la même logique en fait, on voit que moins 4i, ça c'est un nombre imaginaire. Les nombres imaginaires sont sur l'axe des ordonnées, et moins 4 c'est la partie en bas. Donc ici, pour aller de cosinus à sinus, il y a pi sur 2. Pour revenir ici, il y a plus pi sur 2, ça fait pi. Et pi plus pi sur 2, ici ça fait 3 pi sur 2. Donc un argument possible, c'est 3 pi sur 2, plus 2 pi, n'importe quel. Okay, donc ça va être ça, donc on voit qu'on doit avoir cosinus θ égale à 0, c'est-à-dire θ égale pi sur 2 ou 3 pi sur 2, ce sera pi sur 2 si on est du côté des imaginaires avec un signe plus, et si on est du côté des imaginaires avec un signe moins, ce sera 3 pi sur 2. Parce que sinus pi sur 2, ça fait 1, et sinus 3 pi sur 2, ça fait moins 1. Okay, et à nouveau, l'argument de Z3, c'est en fait, quand c'est un imaginaire pur, c'est simplement la valeur du nombre réel par lequel il est multiplié, enfin la valeur absolue du nombre réel par lequel i est multiplié. C'est-à-dire qu'en fait, là, il faut écrire formellement racine de 0 au carré plus moins 4 au carré, ça fait racine de moins 4 au carré, ça fait racine de 4 au carré, ça fait 4. Voilà. Okay. Et donc au total, on peut écrire Z3 sous la forme 4 facteur de cosinus 3 pi sur 2 plus i sinus 3 pi sur 2. Cos 3 pi sur 2, ça fait 0. Parce que vous voyez, que ça nous met là. Donc si on projette le point qui est là, ici, ça fait 0 en cosinus. Et sinus 3 pi sur 2, en revanche, on est sur ce point-là qui fait moins 1 sur le cercle trigonométrique. Donc ça fait moins i fois 4, ça fait moins 4i au total. Voilà. Bon. Ensuite, Z4. Donc c'est moins 1 plus i racine de 3. Donc on va d'abord calculer son module. J'ai accéléré un peu, alors qu'on change un peu de manière de faire, mais c'est pas grave. On va s'y retrouver. Donc, on va calculer d'abord son module. Donc ça fait racine de 1, moins 1 au carré, pardon, qui fait 1, plus racine de 3 au carré qui fait 3, ça fait racine de 1 plus 3, ça fait racine de 4, ça fait 2. Donc le module de Z4, c'est 2. Donc maintenant, ce qu'on va chercher, c'est l'argument. Pour trouver l'argument, on va mettre... Alors ça, c'est vraiment la façon de faire qui est très générale et qu'il faut vraiment avoir en tête, parce que ça va revenir pratiquement tout le temps. Donc on calcule d'abord le module, pardon, et pour trouver l'argument, on met le module en facteur. Donc on a mis le module en facteur, donc on met 2 facteurs de... donc ça fait moins 1 sur 2 ici, et plus i racine de 3 sur 2. Alors si vous connaissez votre trigonométrie, et notamment les cosinus et sinus remarquables, vous les avez reconnus déjà. Mais pour l'instant, on part du principe, enfin si on va devoir partir du principe quand même qu'on les connaît. Mais donc, ce qu'on cherche maintenant, c'est une valeur de θ qui nous donne comme cosinus moins 1,5. Donc moins 1,5, ça nous met ici, au milieu de cette partie négative des cosinus, du segment des cosinus, pardon. Et il y a deux valeurs d'angle qui vont correspondre, celle où quand je monte, j'arrive ici. Donc là, l'angle ici, alors si vous connaissez vos angles remarquables, cos pi sur 2, il est obtenu pour pi sur 3, et donc ici, on est à 2 pi sur 3. Et après, pour arriver jusqu'ici, c'est 4 pi sur 3. On est là, on est à 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3. Donc que ce soit 2 pi sur 3 ou 4 pi sur 3, ça nous donne moins 1,5 pour ce qui est du cosinus. Donc on a deux θ possibles qui nous donnent cette valeur-là. En revanche, vu qu'on a la valeur du sinus qui est positive, égale à racine de 3 sur 2, pour avoir les sinus positifs, il faut être dans ce cadran-là, donc ce sera l'angle égal à 2 pi sur 3. Et ça tombe bien, parce que sinus de pi sur 3, effectivement, ça fait racine de 3 sur 2. Voilà. Si ça n'avait pas fait le cas, si ça n'avait pas été le cas, je veux dire, si on n'avait pas trouvé un sinus et un cosinus qui se correspondent, ça veut dire qu'on a mal factorisé. Et logiquement, la somme du carré de ces deux-là ne fait pas 1. Cos carré θ plus sin carré θ, ça doit faire 1. Si vous avez un doute, vous pouvez vérifier ça. Bon, généralement, ça ne pose pas de problème. Mais voilà. Et donc, au total, on a trouvé l'argument, il vaut 2 pi sur 3. Et donc, au total, Z4, on peut le mettre sous la forme 2, facteur de cosinus 2 pi sur 3, plus i sinus 2 pi sur 3. Et si on refait les calculs rapidement pour débobiner la chose, sinus 2 pi sur 3 qui fait racine de 3 sur 2, quand on le multiplie par 2, ça fera i racine de 3, comme on avait ici. Et ce terme-là, cosinus 2 pi sur 3 qui fait moins 1,5, fois 2, ça fait moins 1. Et on retrouve bien le moins 1 qui est là. Donc on a bien mis sous forme trigonométrique. Donc là, c'est très important de se rappeler juste de la façon dont on a procédé. Quand on a un nombre donné ici sous cette forme algébrique, pour trouver sa forme trigonométrique, on calcule son module, on factorise par le module, et après on trouve l'angle
correspondant pour le cosinus pour ce qui est de la partie réelle, et sinus pour la partie imaginaire. Avec ces deux informations, on trouve un angle qui fonctionne. Ensuite, on va prendre Z5 ici, qui vaut 5 plus 5i. Et donc ce qu'on voit, c'est que son module vaut 5 au carré qui fait 25, plus 5 au carré qui fait 25 aussi, ça fait racine de 50. Racine de 50, ça fait 25 fois 2. Racine de 25, ça fait 5, donc au total, ça fait 5 racines de 2. Ok, donc ça, c'est le module de Z5. Donc on va mettre le module en facteur. Donc en facteur de ça, 5 racines de 2, ça fait 5 racines de 2, facteur de 1 sur racine de 2, plus i fois 1 sur racine de 2. À nouveau, si vous connaissez vos angles remarquables, vous retrouvez tout de suite ici que le cosinus est égal au sinus, et tous les deux positifs, donc là c'est pi sur 4. Généralement, on connaît la valeur sous la forme racine de 2 sur 2. Pour avoir ça, il faut multiplier par racine de 2 en haut et en bas. Racine de 2 fois racine de 2, ça fera 2 en bas, et 1 fois racine de 2, ça fera racine de 2 en haut. Okay. Donc ici, on sait tout de suite qu'en fait c'est θ égale pi sur 4, et qu'au final, on peut écrire Z5 sous la forme module, c'est-à-dire 5 racine de 2, facteur de cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Voilà. Z6 ensuite, qui est égal à moins 5, moins 5i. Donc on voit que c'est la même chose, on a juste changé les deux signes. Alors, positionnons-nous un peu dans le cercle ici. On voit que 5 plus 5i, on avait une partie réelle et une partie imaginaire positive. Donc ça nous mettait dans ce cadran-là. Là, ici, les deux sont négatives, partie réelle et partie imaginaire, donc on va passer dans ce cadran-là. Ça faisait pi sur 4, et donc là, l'argument, il va passer sur le segment opposé, donc là, ça fait pi sur 4, plus pi, donc ça va faire 5 pi sur 4 au total. Pour arriver dans ce cadran-là, avec le même angle, puisque, à nouveau, on a partie imaginaire et partie réelle, enfin, partie réelle et partie imaginaire, qui ont la même valeur absolue. Donc, dans ce cas-là, c'est forcément pi sur 4, ou plus quelque chose qui va bien de pi sur 4. Donc, soit pi sur 4, soit 3 pi sur 4, soit 5 pi sur 4, soit 7 pi sur 4. Suivant la signe maintenant, simplement. Bref, x1 de baratin, et donc le module de ce nombre complexe, c'est la même chose, c'est 5 racines de 2 que le précédent. Et donc au total, Z6 est égal à 5 racines de 2, cosinus 5 pi sur 4 plus i sinus 5 pi sur 4. N'hésitez pas à le faire dans l'autre sens pour vérifier qu'on retombe bien sur nos pattes, moins 5, moins 5i. Et pour finir, on va prendre Z7 qui est égal à 2 plus 3i, donc on va à nouveau calculer d'abord le module. Donc là, ça fait racine de 4 plus 9, 2 au carré plus 3 au carré. 9 et 4, ça fait 13, racine de 13. Alors du racine de 13, on n'en a pas des masses dans les cosinus et les sinus connus. Et donc ça, c'est une situation qui est très fréquente aussi, à savoir que cette fois-ci, on va mettre le racine de 13 en facteur, et on va se retrouver racine de 13, facteur de 2 sur racine de 13 plus 3 sur racine de 13 fois i, et 2 sur racine de 13, c'est égal au cosinus de θ. Alors, là, ici, les deux sont positifs, d'accord? Donc, on sait tout de suite que le sinus et le cosinus vont être dans ce cadran-là, d'accord? Donc là, vous prenez votre caltoche si vous voulez une valeur approchée, et vous voyez que arc cosinus de 2 sur racine de 13, ça vous renvoie environ 0,55. Donc ça nous met pas loin de la moitié, là, un petit peu plus que la moitié, au niveau du cosinus, et donc pas trop loin de pi sur 4, mais un peu au-dessus de pi sur 4, quoi. D'accord, pour ce qui est de l'angle. Pareil, si on prend le sinus de θ, il doit être égal à 3 sur racine de 13, c'est-à-dire à 0,83. Oui, c'est ça. Donc l'angle qu'on attend, alors je sais plus ce que j'ai dit, c'est ça de boire trop d'eau pendant qu'on travaille. Donc le 2 sur racine de 13, qui vaut 0,55, on peut le placer ici, ça va nous mettre un petit peu plus par là. Et là on voit que ça va nous faire monter vers les 0,83, d'accord, la louche, soit. Donc le sinus de θ doit valoir 0,83. Et maintenant, on va prendre l'arc cosinus de 2 sur racine de 13, et ça nous donne comme angle environ 0,982 radians. D'accord, donc voilà, la valeur que je vais noter θ0 de l'angle. Mais on voit que ce n'est pas un angle qui est facile à manipuler, on ne sait a priori pas l'écrire sous forme simple, donc on va le traiter, on va écrire en fait dans un coin θ0 égale arc cosinus de 2 sur racine de 13, et on va garder θ0 pour la suite. Et donc on va écrire que Z7 est égal à racine de 13 facteur de cos θ0 plus i sinus θ0. Parfois c'est utile d'avoir ça, parfois on va avoir besoin de trouver les valeurs approchées, bon, tout est possible. Il n'y a pas de problème. Mais donc ce qu'on voit, c'est que dans la plus grande généralité, quand on n'a pas des cas d'école avec lesquels on est confronté à des angles remarquables, on va avoir besoin d'écrire des choses comme ça.
Et puis voilà. Donc en fait, il y a essentiellement des nombres qui s'écrivent comme ça dans la pratique. En examen, en revanche, en règle générale, on va choisir des angles sympathiques parce que ça permet d'avoir des calculs sans calculatrice, ou enfin bon bref, ce genre de choses. Voilà, voilou. C'était tout ce que je voulais vous dire comme exercice sur ce passage sous forme trigonométrique. Et maintenant, on va attaquer la forme exponentielle. Alors pour ça, on va d'abord avoir besoin de ce qu'on appelle la formule d'Euler. Donc pour θ, un nombre qui appartient à un centre des réels, on peut démontrer qu'on a cette propriété bizarroïde, à savoir que exponentielle iθ est égal à cosinus θ plus i sinus θ. Pour démontrer ça, il faut utiliser, une façon de faire, c'est ce qu'on appelle la série de Taylor de l'exponentielle, et vous substituez à la place de x dans la série de Taylor de l'exponentielle iθ, et vous verrez que ça va vous donner deux séries de Taylor, une série de Taylor qui sera cos θ, et une série de Taylor qui sera i fois sinus θ. Et donc c'est une façon de démontrer cette relation-là. Voilà. J'ai pas prévu de la démontrer plus que ça, je vous ai rapidement dit à l'oral une façon de faire. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ce cours, si on a déjà fait les séries de Taylor ou pas. Si on a déjà fait, n'hésitez pas à utiliser la série de Taylor du cosinus et du sinus, et de voir que, enfin l'exponentielle d'abord, et de voir que vous retrouvez celle du cosinus et du sinus. Quand vous mettez iθ comme argument, c'est un très bon exercice pour manipuler ces nombres-là. Et du coup, une fois qu'on a cette propriété-là, on voit qu'on peut réécrire tout nombre complexe sous une forme qui est extrêmement pratique, qui est la forme exponentielle. Z va donc s'écrire R exponentielle iθ. Voilà. Et ça, c'est hyper pratique pour pas mal de choses, on le verra tout de suite. À savoir, une première propriété qui va nous permettre d'écrire ce qu'on appelle la formule de Moivre, à savoir que si on prend un nombre exponentiel iθ, donc cosinus θ plus i sinus θ, et qu'on le met à la puissance n, les règles de l'exponentielle nous disent que ça doit être égal à exponentielle inθ. Mais il se trouve que exponentielle iθ à la puissance n, ça veut dire quoi? Ça veut dire cos θ plus i sinus θ à la puissance n, et exponentielle inθ, ça veut dire cosinus nθ plus i sinus nθ. Et donc on a cette propriété-là, qu'on appelle la formule de Moivre, à savoir que cos θ plus i sinus θ à la puissance n, c'est égal à cos nθ plus i sinus nθ. Voilà. Alors ça peut être pratique pour des petits trucs. De mémoire, on a un exercice en TD, quand j'enregistre, les TD ne sont pas faits, mais il y a un exercice qu'on faisait avant, que je vais recycler, où on va utiliser la formule de Moivre pour aller chercher des valeurs de cosinus ou de sinus un peu originales, et trouver leur relation exacte. Pardon, je bois un peu. Ok, et donc ensuite, il en découle de cette relation, de cette formule d'Euler, deux autres relations qui sont très importantes, pas forcément pour ce cours-ci, mais pour la suite. La première qui est que le cosinus de θ, on peut le mettre sous la forme exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2. Alors vérifions ça tout de suite. Si je prends exponentielle iθ, c'est égal à cos θ plus i sinus θ. Exponentielle moins iθ, c'est égal à cos moins θ, mais cos c'est une fonction paire. Donc cos moins θ, c'est égal à cos θ. Et i sinus moins θ, ça c'est une fonction impaire, donc j'ai le droit de sortir le moins. Et donc ça veut dire que exponentielle moins iθ, c'est égal à cos θ moins i sinus θ. Donc exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ, ça fait cos θ plus cos θ qui fait 2 cos θ, plus i sinus θ moins i sinus θ qui fait 0. Donc au total, ça fait 2 cos θ, et donc divisé par 2, ça nous fait bien cosinus θ. Exactement de la même façon, je vous laisse le démontrer pour vous-même. Sinus θ, c'est égal à exponentielle moins iθ moins exponentielle moins iθ, le tout divisé par 2i. Ouais, parce que quand on va prendre avec le sinus, on va avoir le i qui va traîner en plus, donc ici on va se retrouver avec 2i sinus θ, et donc il faut le diviser par 2i pour avoir sinus θ. Voilà. Ok. Maintenant, on va attaquer un sujet important qui sont les racines d'un nombre complexe. C'est des bestioles qui peuvent être utiles de temps en temps et qu'il faut savoir prendre. Il faut savoir prendre les racines en fait d'un nombre complexe. Donc la première solution qui est à mon sens la plus simple et qui marche toujours, ça va être de partir de la notation complexe. Donc on va considérer que n appartient à l'ensemble des nombres naturels, donc c'est un nombre entier naturel, et on considère un nombre z qui appartient à l'ensemble des complexes, donc un nombre complexe, et on dit que z est une racine nème de 1 si z à la puissance n est égal à 1. Donc, voilà, c'est la définition. Et on va voir qu'un nombre 1 a n racines nème. Donc si on cherche les racines carrées de 1, ça c'est très simple, c'est 1 et moins 1. Ça on sait le faire de tête normalement, c'est dans l'ensemble des réels. En revanche, les racines cubiques de 1, il y en a 3. Il y a 1 déjà, racine cubique de 1 ça fait 1, mais il y en a 2 autres qui vont être des nombres complexes.
D'accord, donc au total, on en aura 3, etc., etc. Donc on aura n racine nème de 1. Ok. Quelles sont-elles? On va le voir après. Et maintenant, on va poser que z est un nombre complexe, et on va dire qu'il est la racine nème d'un autre nombre complexe z0, j'aurais dû mettre que z0 appartenait à c aussi, si z à la puissance n est égal à z0. Voilà. Donc en fait, quel que soit le nombre complexe, on peut lui trouver n racines. Et on verra que les racines de ce nombre complexe z0 sont construites en utilisant les racines de 1 en fait. Donc c'est parti. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer les racines nème de ces nombres? D'abord, les racines nème de 1, il y en a n, et on va les noter oméga k, parce que pourquoi pas. D'accord, k appartient à 0 et jusqu'à n-1. Donc vous voyez que si on compte, par exemple, si on prend n égale à 3, donc c'est-à-dire qu'on cherche les 3 racines cubiques de 1, il y aura une qu'on va indexer 0, donc oméga 0, une qu'on va indexer oméga 1, et une qu'on va indexer oméga 2. Et ce sera donc les 3 racines cubiques de 1. Voilà. Et comment est-ce qu'on les a? On les a en utilisant la notation complexe de 1. La notation complexe de 1, c'est exponentielle i de pi. D'accord? Si vous prenez exponentielle i de pi, ça fait cosinus de pi plus i sinus de pi. Sinus de pi, ça fait 0. Et cosinus de pi, ça fait 1. Donc ça, c'est bien égal à 1, exponentielle i de pi. On ne prend pas 0 parce que si vous mettez 0 dans cette relation-là, ça fait exponentielle 0 de toute façon, parce que 0 écrase tout le monde, qui fait 1. Donc là, c'est pas intéressant pour le coup. Il faut surtout pas prendre 0 comme argument, il faut bien prendre 2pi comme argument de la représentation complexe de 1. Ok, mais une fois qu'on a fait ça, sous forme exponentielle, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on sait définir les k racines nème de 1 avec ça. Comment est-ce qu'on les a? Donc on sait que exponentielle i de pi, ça fait 1. Et bien maintenant, on va diviser par n, et on va multiplier par k. Et à chaque fois, vous voyez que k peut varier... Alors, ouais, je sais pas si 0 c'était un bon calcul. Oui, si, pardon, autant pour moi, si c'est bon. K va varier de 0 jusqu'à n-1, c'est la façon la plus simple de faire, parce que pour k égale à 0, ça va donner 1, ça va faire exponentielle de 0 qui fera 1. Pour k égale à 1, ça fera exponentielle i de pi sur n. Pour k égale à 2, ça fera exponentielle i 4pi sur n, etc., etc. Vous voyez que quand k va être égal à n, on retombe sur les k étant égal à n et 2 simplifie, fait exponentielle i de pi, on est revenu à 1. On a fait un tour complet, et on est revenu à notre point de départ. On va voir après visuellement qu'on fait effectivement des tours sur le cercle trigonométrique quand on fait ça. Et par ailleurs, on va vérifier qu'on a ce qu'on attend, à savoir que si on prend exponentielle i de pi k sur n et qu'on met à la puissance n, ben on le fait rentrer à l'intérieur, c'est la règle des exponentielles, il rentre dans l'exponentielle. Le n qui est là va donc se simplifier avec ce n-là, ça fait exponentielle i de kpi, k c'est un nombre entier fois 2pi, exponentielle i de kpi, on sait que cosinus de kpi ou k est entier, ça fait 1, sinus de kpi ou k est entier, ça fait 0, donc au total, exponentielle i de kpi, c'est bien égal à 1. D'accord? Donc exponentielle i de kpi sur n, c'est bien une racine nème de 1. Ok, c'est cool. On peut le mettre du coup sous forme trigonométrique si on veut aussi, hein, ça fait cosinus de kpi sur n plus i sinus de kpi sur n. On peut, si on veut, honnêtement, tant qu'on en est à la recherche de racines, ça rajoute rien. Quand on veut identifier des cosinus et des sinus particuliers, en revanche, ça peut devenir pratique. Voilà, et maintenant, donc ça c'est dans le contrat, on veut trouver aussi les racines nème de z0. Donc c'est un nombre complexe qui lui est mis sous sa forme exponentielle. Sous sa forme exponentielle, il est donc égal à r0 fois exponentielle iθ 0. Voilà. Et donc on va trouver comme racine, pardon, je me relisais parce que je ne me rappelais plus ce que je voulais dire. Et donc on va avoir n racine nème de z0, qu'on va noter zk. D'accord. Et ces zk, comment est-ce qu'on va les obtenir? Ça va ressembler furieusement à ça, à savoir qu'on va les obtenir en les construisant à partir de z0. D'abord, le module de la racine nème, ce sera la racine nème du module de départ. Alors ici, ça ne devrait pas être un z0, ça devrait être un r0. Là, il y a une grosse erreur. Faites bien gaffe. Ça, c'est racine nème de r0 et pas de z0, parce que ça, c'est ce qu'on cherche. Alors, ce serait débile. Donc ça, c'est racine nème de r0. Ça, votre calculatrice sait vous le donner. Hein. Si c'est la racine carrée, la racine cubique, vous tapez racine cubique, racine, etc. Vous donnera le nombre correspondant, ou parfois on peut le déduire, hein, tout simplement. On sait par exemple que 2 fois 2 ça fait 4, la racine carrée de 4 c'est 2.
3 fois 3, 9 fois 3, 27. Donc 3 au cube, ça fait 27. Donc la racine cubique de 27, c'est 3, etc., etc. Dans l'ensemble des réels. Donc, je reprends. Donc, le module d'une racine énième de Z0, c'est racine énième du module de Z0. Donc, j'aurais dû mettre des barres de valeur absolue, ça aurait été bon. Donc, racine énième de R0 ici. Bref. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme argument? Comme argument, on a d'abord, comme point de départ, θ0 sur n. Là, vous voyez, si on oublie ce terme-là, et qu'on met ce terme juste là à la puissance n, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient racine énième de R0 à la puissance n, bah ça fait R0, et exponentielle iθ0 sur n à la puissance n, les n s'en vont, tout ce qui reste c'est exponentielle iθ0, donc c'est ça. Donc ce terme-là, c'est déjà bien une racine énième de Z0. Et maintenant, si on fait plus de κ sur n, vous savez que dans un exponentiel, on peut couper sur la somme, là. Donc ça, c'est en fait, et c'est égal à exponentielle iθ0 fois exponentielle i de κ sur n. Mais exponentielle i de κ sur n, si vous le mettez à la puissance n, bah, c'est une racine de 1, en fait, ça. Racine énième de 1. Donc à la puissance n, ça fera 1. Et 1 fois quelque chose, ça fait toujours quelque chose. Et donc ce paquet-là, en fait, il n'est pas affecté par ce paquet-là. Vous pouvez mettre à la puissance n, ce truc-là fera toujours 1, en fait. Et donc, ça va nous faire qu'on va avoir une première racine qu'on va trouver à partir de l'argument, θ0, en divisant par n, et après on va trouver tous les autres à partir de cet argument-là. On va prendre un exemple, ça va probablement clarifier un peu les choses. Donc on va trouver les racines cinquièmes de z égale à 1 plus i. D'accord. Donc la première chose, c'est de passer sous forme exponentielle. Alors le module de 1 plus i, c'est racine de 1 plus 1, parce que 1 au carré ça fait 1, et 1 au carré ça fait 1. Donc ça fait racine de 2. Donc ça, c'est son module, son argument, 1 plus i, même valeur réelle, même valeur imaginaire, positive toutes les deux, donc son argument c'est pi sur 4. Trivialement, on a déjà fait ça, je réinsiste pas. Si c'est pas évident pour vous, prenez le temps de vous en persuader. Donc faites pause, vous en persuadez, et puis après vous reprenez le cours des opérations. Donc z ici, 1 plus i, ça peut aussi s'écrire racine de 2 fois exponentielle i pi sur 4. Ok, et maintenant ce qu'on veut c'est trouver les 5 racines cinquièmes. Donc la première qui va nous tomber dessus, alors on peut le mettre sous forme trigo. Ça n'a pas grand intérêt, mais je l'ai fait, parce que je suis un garçon discipliné. Donc ensuite maintenant, on va trouver le module des racines cinquièmes de i, c'est la première étape. Donc c'est la racine cinquième du module du nombre dont on part. Donc c'est racine cinquième de racine de 2. Racine de 2 c'est 2 puissance 1,5, racine cinquième c'est puissance 1 cinquième. Et là, comme on prend la puissance, on met la puissance 1 cinquième, la puissance 1,5, elles se multiplient entre elles. Révisez bien vos lois de combinaison des puissances si vous ne l'avez pas en tête. Donc au total, ça fait 2 puissance 1 sur 10, et si vous mettez ça dans votre caltoche, ça fait environ 1,0717. Grosso modo, il y a un nombre infini, je pense pas que ce soit un nombre autre que... je pense que c'est un nombre irrationnel, quoi. Bref. Très bien. Donc ça, on a déjà déterminé le module des racines cinquièmes de ce nombre z. Maintenant, ce qu'on cherche, ce sont les arguments. Donc on a vu tout à l'heure que la première chose à faire, c'est de prendre ce θ0 qui est là, et diviser par n, et comme on veut les racines cinquièmes, n est égal à 5. Donc ça va faire pi sur 4 divisé par 5. Pi sur 4 divisé par 5, ben, ça fait 4 fois 5, ça fait 20. Donc ça fait pi sur 20. Donc θ0, c'est égal à pi sur 20. On peut le mettre dans le plan, dans le cercle trigonométrique. Donc notre premier angle, notre premier argument, θ0 est égal à pi sur 20. Et maintenant, on va aller chercher θ1. θ1 va être égal à quoi? On a vu la relation tout à l'heure, il va être égal à θ0 plus 2k pi sur 5, ou k vaut valoir 1 maintenant, donc plus 2 pi sur 5. Donc ça va faire pi sur 20 plus 2 pi sur 5. Alors tout calcul fait, maintenant on fait le calcul, on met sur le même dénominateur, 4 fois 5, 20, 4 fois 2, 8, 8 pi plus pi, ça fait 9 pi sur 20. Et donc ce θ1 va arriver ici, et il a 2 pi sur 5, il vaut 2 pi sur 5 de plus que θ0. Donc il arrive ici. Ok. Maintenant θ2, on peut le construire en rajoutant 2 pi sur 5 à celui-là, ou bien θ0 plus 2 fois 2 pi sur 5. D'accord. 2 fois 2 pi sur 5, ça fait 4 pi sur 5. D'accord. 4 fois 4, 16. 16 plus 1, ça fait 17 pi sur 20. Donc 17 pi sur 20, ça nous fait arriver là. Et on a rajouté 2 pi sur 5 à θ1, ou 2 pi sur 5 plus 2 pi sur 5, donc 4 pi sur 5 à θ0, pour arriver à θ2.
Ok, θ3, on va le trouver de la même façon, c'est-à-dire qu'on va faire pi sur 20 plus 2 fois 3, c'est-à-dire 6 pi sur 5. Okay. Et pi sur 20 plus 6 pi sur 5, 4 fois 6, 24, plus 1, ça fait 25 pi sur 20. Et ça va nous décaler de 2 pi sur 5 par là. Ça va être le θ3. Et finalement, θ4, ça va être pi sur 20 plus, on rajoute encore 2 pi sur 5, donc plus 8 pi sur 5. Et donc au total, 4 fois 8, 32, plus 1, ça fait 33 pi sur 20. Et voilà, on arrive ici pour θ4. Donc là, on est à 33 pi sur 20. Alors on peut juste vérifier, pour en avoir le cœur net, que de 33 pi sur 20 au point dont on est parti à pi sur 20, là, on a bien un angle de 2 pi sur 5. C'est ça qu'il faut vérifier. Donc, comment on peut faire ça? D'abord, on va voir combien il nous faut pour aller jusqu'à 2pi. Si on va jusqu'à 2pi, ça va nous amener là, et puis il faudra rajouter ce petit bout-là. Donc, pour arriver à 2pi, il faut rajouter 7pi, d'accord, à 33pi sur 20, parce que, 7pi sur 20, parce que 7pi sur 20 plus 33pi sur 20, ça fait 40pi sur 20. 40 sur 20, ça fait 2, donc ça fait 2pi, d'accord. Donc, de là à là, on a 7pi sur 20, plus ici ce petit bout-là, qui fait θ0, donc il fait pi sur 20. Donc ça fait 7pi sur 20, plus pi sur 20, ça fait 8pi sur 20. 8pi sur 20, ça fait on divise par 4 en haut et en bas, ça fait 2pi sur 5. C'est bien, il y a donc bien 2pi sur 5 entre ces deux-là. Et donc au total, on voit que les racines cinquièmes de ce nombre-là, elles ont toutes le même module, et leurs arguments, on les obtient en raisonnant simplement sur de la même façon que pour trouver les racines de l'unité. La différence étant que pour l'unité, on part de 0, pour un nombre complexe quelconque, on part d'un certain θ0 qui est son argument tel qu'on l'a déterminé initialement. Voilà. Et après, pouf, 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 on fait des tours de 2pi sur 5 quand on veut les racines cinquièmes. Si c'était des racines quatrièmes, on ferait des tours de 2pi sur 4. Si c'était des racines septièmes, on ferait des tours de 2pi sur 7. Et au total, donc, pour des racines septièmes, il y aurait 7 valeurs. Enfin, il y aurait 7 petits traits bleus. Donc 7 nombres correspondants, etc. etc. Voilà. Ok, j'espère que ça vous éclaircit les idées sur la façon de déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe. On voit que ça utilise un peu tout ce qu'on a vu jusque-là. On passe à la forme trigo, enfin en fait sous la forme exponentielle. On a besoin de savoir ce que c'est qu'un module, et on a besoin de déterminer un argument, et puis d'exprimer ensuite les arguments avec la recette qu'on vient de voir. Ok. Après, il y a un deuxième type de racines, enfin, les racines carrées sont un cas particulier, pour lesquels on peut procéder différemment, et c'est parfois très utile. Donc je vais vous le présenter, et on verra un peu des cas où ça peut être utile. Donc on va chercher la racine carrée du nombre complexe a plus ib. Donc ça veut dire un nombre z égale à x plus y, tel que si vous le mettez au carré, donc z au carré est égal à a plus ib. Racine carrée, on doit en trouver 2 pour un nombre complexe. Alors on peut utiliser la recette qu'on vient de voir juste avant, mais il y a une autre façon de faire, qui est d'abord d'écrire z au carré, tout simplement à partir de son expression ici. Z au carré, c'est égal à x2 moins y2, plus i fois 2xy. Vous pouvez juste le vérifier, si vous mettez ça au carré, ça fait x2, plus i au carré fois y au carré ça fait moins 1, donc ça fait moins y2, et après ça vous fait x qui se distribue sur y dans une parenthèse, et y qui se distribue sur x dans l'autre au total, donc ça fait 2 fois xy. Donc démontrez-le ça si c'est pas évident pour vous. Et ensuite, on doit avoir forcément que z au carré doit avoir comme module le module de z au carré. Oui, parce qu'on se rappelle, le module de z, c'est R, c'est une longueur dans le plan complexe, et donc qu'on prenne la longueur au carré ou qu'on prenne la longueur et qu'on la mette au carré, au final, le carré du nombre, on doit bien avoir la même chose ici. Je ne sais pas si j'ai bien justifié, je peux fouiller un peu. C'est pas dramatique, si c'est pas évident, j'espère que vous me l'accorderez. C'est pas trivial, mais on a besoin des deux. Ok, et donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit avoir? Si on regarde, si on met en correspondance tous ces éléments-là avec ceux-là, on doit avoir x2 moins y2, qui est donc la partie réelle de z2, qui doit être égale à 1. Pour la partie imaginaire, qui vaut donc 2xy, ça doit être égal à b. Et finalement, pour ce qui est de la norme, on doit avoir x2 plus y2, d'accord, qui est qui est module de z au carré, c'est bien égal à x2 plus y2. Ça doit être égal
au module de z carré, à savoir au module de a plus ib, donc à racine de a2 plus b2. D'accord? Donc z carré, c'est égal à a plus ib, si on prend son module, c'est racine de a2 plus b2, et le module de z, en revanche, c'est racine de x2 plus y2, et si on le met au carré, ben, c'est x2 plus y2. Et donc x2 plus y2 doit être égal à racine de a2 plus b2. Donc ça, c'est les trois équations dont on va avoir besoin pour trouver des racines carrées d'un nombre complexe, par cette procédure-là. Prenons un exemple, et on va reprendre notre bon vieux 1 plus i, et on va trouver ces racines carrées. Donc, avec ce qu'on vient de dire, on doit avoir que x2 moins y2 doit être égal à la partie réelle, donc à 1. Okay. 2xy doit être égal à la partie imaginaire, c'est-à-dire à 1 également, parce que la partie imaginaire de 1 plus i, bah c'est 1 fois i, donc c'est 1. Et on doit avoir ensuite racine de x2 plus y2, qui doit être égal à racine de 1 plus 1, puisque 1 au carré ça fait 1, donc racine de 2. Voilà. Donc on a trois équations et deux inconnus. Que se passe-t-il? Alors pourquoi est-ce qu'on a trois équations et deux inconnus? Parce qu'en fait on a des équations qui sont au carré ici, donc qui ne nous renseigneraient pas telles quelles sur le signe de x et de y. Okay. Ça ne va pas suffire pour avoir les signes. Pour avoir les signes, on va avoir besoin en plus de cette équation-là. Donc le rôle de cette équation, on va le voir tout de suite, c'est juste de nous renseigner sur les signes relatifs de x et de y. On va voir ça maintenant. D'abord, en combinant ces deux équations-là, si on fait cette équation-là plus cette équation-là, x2 plus x2, ça fait 2x2, y2 moins y2, ça fait 0, et racine de 2 plus 1, bah, ça fait racine de 2 plus 1. Donc 2x2, ça doit être égal à racine de 2 plus 1. De la même façon, 2y2, si je fais cette équation-là moins cette équation-là, ça fait x2 moins x2, ça fait 0. y2 moins moins y2, ça fait y2 plus y2, ça fait 2y2. Et racine de 2 moins 1, ça fait racine de 2 moins 1. Ok, donc on a trouvé, en fait ça nous fait x2 égale racine de 2 plus 1 sur 2, et y2 égale racine de 2 moins 1 sur 2. Mais une fois que j'ai ça, j'ai deux signes possibles pour x et deux signes possibles pour y. Donc au total, ça renverrait 4 nombres complexes possibles, a priori. Puisqu'on peut combiner, mettons que ça fasse, qu'on trouve ici a et là b, d'accord, en prenant les racines carrées de racine de 2 plus 1 sur 2 et de racine de 2 moins 1 sur 2. On aurait comme possibilité a plus ib, a moins ib, moins a moins ib, moins a plus ib. Moins a, ouais, je sais pas si j'ai tout vu, enfin ça en fait 4 au total, hein. A plus ib, moins a moins ib, a moins ib, moins a plus ib. Voilà. Donc ce seraient les 4 possibilités, et des racines carrées, il n'y en a que 2 pour un nombre complexe. Enfin pour un nombre d'ailleurs, quel qu'il soit. Donc, parmi ces 4 combinaisons, 2 sont bonnes, 2 sont fausses. Et pour ça, on a besoin de connaître les signes. Alors d'abord, ah oui, bon, j'ai fait cette étape-là, on voit que x doit être égal à plus ou moins racine de 2 plus 1 sur 2, et y de la même façon doit être égal à... alors là, il faudra un point virgule ou quelque chose, hein, c'est pas la même équation. Y doit être égal à plus ou moins racine de 2 moins 1 sur 2. Okay, donc il y a 4 combinaisons possibles. Or, on n'en veut que 2. Mais ce qu'on voit, c'est que alors, xy est égal à 1 sur 2, en fait le 2 ici on s'en fout, au final ce qui nous intéresse c'est le signe qui est là. On voit que x fois y est égal à 1, c'est-à-dire à un nombre positif, il y a juste ça qui nous intéresse. X fois y étant positif, ça veut dire quoi? Que x et y sont de même signe. Parce que plus fois plus ça fait plus, et moins par moins ça fait plus. En revanche, s'il y avait plus moins et moins plus, ça ferait des moins, et donc on aurait besoin d'avoir ici un nombre négatif. Donc, ça veut dire qu'on va retenir que deux combinaisons, celles pour lesquelles on va prendre le x positif et le y positif, et celles pour lesquelles on va prendre x négatif et y négatif. Et ce sera les deux racines de notre nombre de départ, à savoir au total, racine de 2 plus 1 sur 2, plus i racine de 2 moins 1 sur 2, première racine de z, qui est égale à 1 plus i, deuxième racine de 1 plus i, moins racine de 2 plus 1 sur 2, moins i racine de 2 moins 1 sur 2. Voilà. C'est plus facile à lire qu'à entendre. Hein. D'accord. Donc avec ça, on a trouvé les racines carrées avec une méthode un peu particulière, mais qui peut être très utile, donc c'est bien de l'avoir en tête, par ailleurs. Ça, je ne sais pas encore si je vous le mettrai dans le formulaire. C'est bien de réfléchir et d'être capable de raisonner comme ça, donc je ne suis pas certain de le mettre. Je mettrai peut-être juste ça, pour vous mettre sur la piste. Ça peut bien suffire. Ok. Et pour finir, on va raisonner sur les polynômes du deuxième ordre à déterminant négatif, parce que c'est ceux qui vont nous intéresser le plus. Parce que comme vous le voyez, ce qu'on a vu là, c'est que un nombre donné, il a toujours n racine nème, quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est vrai pour les polynômes aussi. Un polynôme de degré n a n racines. Alors, elles ne sont pas forcément distinctes. On peut avoir des racines multiples. Mais
mais au total en tenant compte de la multiplicité des racines, un polynôme de degré n à n racines. Ici, on va considérer donc un polynôme de degré 2, et c'est ceux-là qui vont nous intéresser, donc on doit toujours pouvoir trouver deux racines pour un polynôme d'ordre 2. On les travaille particulièrement parce que quand on va résoudre des équations différentielles, on va avoir besoin de traiter les polynômes d'ordre 2 à déterminant négatif, parce qu'on va faire les équatifs d'ordre 2, etc. etc. Donc c'est pour ça que ça va nous être utile, même extrêmement utile par la suite. Vous verrez au fur et à mesure, je le dis un peu en avant-propos, parce que pourquoi pas, mais ça va être nécessaire pour résoudre par exemple l'équation de Schrödinger ou des choses comme ça. C'est-à-dire pour la chimie quantique, c'est-à-dire aussi pour plein d'autres, pour la diffusion de la matière, pour plein de choses. Bref, donc c'est vraiment des équations très importantes et il faut bien savoir les résoudre. On va voir tout de suite que c'est pas très compliqué. Donc de façon générale, pour un polynôme qui s'écrit ax2 plus bx plus c, on peut trouver ses racines. On se rappelle, si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est l'occasion de le découvrir, qu'on doit pour ça calculer le déterminant, qu'on va noter delta, qui est égal à b2 moins 4ac, d'accord, donc le nombre b ici, donc a, b et c sont réels, dans ce qu'on traite ici. Il y a aussi une relation qui se vérifierait pour un polynôme à coefficient complexe, mais on n'en aura pas besoin entre nous, donc je ne suis pas allé vous la proposer. Mais ça ressemble furieusement. Bref, donc le déterminant c'est b2 moins 4ac, d'accord, et donc il y a trois cas possibles. La première, c'est si le déterminant est positif, p de x, donc le polynôme, va avoir deux racines distinctes, que je vais noter x plus et x moins. Pourquoi? Parce que x plus ou moins, c'est égal à moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc x plus, c'est moins b plus racine de delta sur 2a, et x moins, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Avec cette relation-là, donc pour un déterminant positif, on trouve les deux racines distinctes, x plus et x moins. Maintenant, delta peut être nul, d'accord? Donc si le déterminant est nul, on a ce qu'on appelle une racine double, que je vais noter x0, et ce x0 est égal simplement à moins b sur 2a. Vous avez en fait racine de delta valant 0 ici, vous avez juste moins b sur 2a. D'accord. Ici. Et donc on peut mettre le polynôme. Alors oui, juste pour mémoire, quand on factorise, vous savez que quand on factorise un polynôme, on a besoin de ses racines, mais si on devait factoriser ce polynôme-là, après avoir fait ces calculs-là, il serait égal en fait à a, facteur de x moins x plus, facteur de x moins x moins. Il ne faut surtout pas oublier que ce a-là, il n'est pas factorisé dans les racines, en quelque sorte. Voilà. Bon, je ne l'ai pas écrit, on en reparlera en TD s'il y a besoin. Ok, et maintenant pour les déterminants négatifs, il n'y a pas de racines réelles, d'accord? Il y a des racines qui sont complexes, et qui sont complexes conjuguées. Et donc ces deux racines x plus moins, à nouveau, elles vont s'écrire x plus moins égale moins b, plus ou moins i racine de valeur absolue de delta sur 2a. Là c'est bien une valeur absolue, parce que delta est un nombre réel. Puisque mes a, b, c sont réels, et que donc b2 moins 4ac c'est un nombre réel. Donc au total, qu'est-ce qu'on a ici? On a x plus qui est égal à moins b plus i racine de delta sur 2a, et x moins qui est égal à moins b moins i racine de delta sur 2a. Vous voyez que ces deux nombres complexes ne changent que par le signe de leur partie imaginaire, et donc ça veut dire qu'ils sont complexes conjugués. Donc pour un polynôme d'ordre 2 dont le déterminant est négatif, les racines complexes sont conjuguées. Alors, on verra par la suite que c'est extrêmement important comme propriété. Mais pas dans ce cours-là, dans le cours sur les équatifs notamment. Bref, voilà. Et donc maintenant, on y va. On va prendre un exemple, et ce sera la fin de ce cours. On va juste finir par un calcul de racine de polynôme à un déterminant négatif. Donc on prend p de x égale à x carré moins 2x plus 5, mais on calcule son déterminant delta, il vaut b2, c'est-à-dire 4, moins, donc moins 2 au carré, ça fait 4, hein, moins 4 fois 5 fois 1, attention il y a un 1 ici, 4 fois 5 fois 1 que j'ai pas écrit, 4 fois 5, 20, donc ça fait 4 moins 20, ça fait moins 16. Donc le déterminant est négatif. Donc à partir de là, on sait que nos racines vont être égales à moins b, moins 2, ça fait 2, plus ou moins i racine de valeur absolue de 16, ça fait 16, sur 2a, sur 2 fois 1. D'accord. Donc x plus moins est égal à 2, donc x plus est égal à 2 plus i, alors racine de 16, ça fait quand même 4, 2 sur 2, ça fait 1, 4 sur 2, ça fait 2, donc ça fait 1 plus ou moins 2i, les racines. Donc on a une racine qui est x plus qui vaut 1 plus 2i, une racine qui est x moins qui vaut 1 moins 2i. Donc au total, ça veut dire que notre p de x, on peut le mettre sous la forme, alors le terme qui multiplie x carré qui vaut 1, que j'ai donc pas mis devant, fois x moins, j'ai fait. Donc x moins c'est 1 moins 2i, donc x moins 1 moins 2i, fois x moins x plus, c'est-à-dire x moins 1 plus 2i. D'accord.
Et alors, on peut s'amuser à vérifier. Est-ce que effectivement, si on développe ce produit de terme là, on retombe bien sur x carré moins 2x plus 5. Donc allons-y, parce que c'est pas évident quand on le lit comme ça. Hein. Donc x fois x, ça nous donne ce x carré. X fois moins 1 plus 2i, ça fait moins x fois 1 plus 2i. Ensuite, ce terme-là, on le distribue, ça fait moins 1 moins 2i fois x. Donc ça fait moins x fois 1 moins 2i. D'accord ? Et ça fait moins 1 moins 2i fois moins 1 plus 2i. Moins par moins, ça fait plus. 1 moins 2i fois 1 plus 2i. Donc là, on a un nombre complexe et son conjugué. Donc maintenant, on va juste compter un peu nos petits, parce que je crois que j'ai directement le résultat après. Donc le x carré, on l'a retrouvé, on est content. Ici, ce terme-là, il fait 1 au carré plus 2 au carré, puisque c'est z fois z bar. Hein. Donc ça fait A2 plus B2, si c'est A plus IB. 1 au carré plus 2 au carré, ça fait le 5. Là, on est bon. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce bazar-là va nous renvoyer moins 2x? Donc on voit que ça fait moins x, ça fait moins 2x, ça c'est bon. Ça fait moins x fois 2i, moins, ça fait donc plus x fois 2i qui disparaissent. Et donc au total, on a bien x carré moins 2x plus 5. Et on est bien retombé sur notre polynôme de départ. Donc les racines qu'on a déterminées sont bien les racines de ce polynôme. Quand on le met sous cette forme-là, on est correctement factorisé. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les nombres complexes. Évidemment, en TD, on va retravailler toutes ces notions. Prenez bien le temps d'absorber ça. Si c'est la première fois que vous voyez nombres complexes, il faut juste retenir finalement i carré égale à moins 1 quand on applique les calculs. C'est généralement là la grande source d'erreur. Et après, il y a toutes ces petites notions qu'on a vues, qui sont pas très compliquées en fait, mais il faut prendre juste le temps de se familiariser avec cette façon-là d'envisager les nombres. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, enfin pour ce cours, et voilà, et donc je vous souhaite une bonne fin de journée, de matinée, de tout ce que vous voudrez, et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures de maths.